Alors, cher monsieur, c'est une décision très importante qu'a prise le tribunal constitutionnel polonais. Décision novatrice, contrairement à ce que j'ai pu lire dans les commentaires de la presse, parce qu'il a non seulement récusé l'application à la loi, certaines lois polonaises du droit européen, et plus précisément d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, il a même dit, ce qui n'avait jamais été fait par d'autres cours constitutionnelles, que 2 articles du traité lui-même étaient contraires à la Constitution. Alors, il faut savoir, le sujet est ignoré, mais c'est un problème de difficulté interne pendante, qui n'a jamais été réglé, de l'ordre juridique européen, de l'Union européenne. C'est qu'il y a une contradiction entre les affirmations des organes européens, et en particulier de la Cour de justice de l'Union européenne, et les tribunaux, en tout cas les cours constitutionnels des différents États. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé depuis longtemps, a affirmé depuis longtemps la supériorité du droit européen sur les constitutions elles-mêmes, non seulement sur les lois, mais sur tout le droit interne des pays, y compris la Constitution. C'est-à-dire que n'importe quel petit arrêté pris par l'Union européenne devrait, dans son optique, selon ses affirmations, l'emporter sur la Constitution elle-même. D'ailleurs, ce n'est pas complètement original, c'est même pas du tout original, puisque déjà, dans les années 1920, la Cour de justice de La Haye, dans un querelle quelconque, s'était prononcée pour affirmer la supériorité du droit international sur la Constitution polonaise. C'était justement la Pologne qui était déjà en cause. En revanche, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les États européens, mais en tout cas pour l'Allemagne, la France elle-même et la Pologne, les cours constitutionnelles et les juridictions de ces États considèrent que le droit européen ou le droit international ne peut pas l'emporter sur la Constitution qui est l'expression de la souveraineté nationale. Alors, il faut faire des distinctions. Le tribunal de Karlsruhe a pris des décisions de principe, mais n'a tiré aucune conséquence pratique. Aucune conséquence pratique. Donc c'est assez hypocrite. La Cour constitutionnelle française, le Conseil constitutionnel, a fait pire. Parce qu'elle a, tout en ne reniant pas ce qu'elle ne pouvait pas renier, c'est-à-dire le texte même de la Constitution qui affirme la souveraineté de la nation, elle a tordu le droit et tordu les faits pour prétendre qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre le droit européen et le droit français, y compris la Constitution française. Ça a commencé en 2004, dans des jurisprudences scandaleuses qui préparaient l'approbation du traité constitutionnel qui a été repoussé par le peuple, mais ensuite repris dans le traité de Lisbonne. C'est Lisbonne, donc le traité de l'Union européenne, qui vient d'être en partie récusé par la Pologne. Pour en rester à la France, notre Conseil constitutionnel a fait pire, parce qu'il parle maintenant seulement de l'identité constitutionnelle de la France, qui ne pourrait pas être contredite par le droit européen. Cette distinction qui se veut subtile signifie qu'en réalité, une partie de la Constitution française pourrait être soumise au droit européen, ce qui est scandaleux. Alors revenons à la Pologne. La Pologne a pris des lois pour modifier son organisation judiciaire, et au nom du prétendu état de droit, qui en réalité est un état contre la loi, qui a institué le pouvoir des juges, une formule absolument fallacieuse que l'état de droit, la Cour européenne a décidé, la Cour, je répète, de justice de l'Union européenne, ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé que ces lois étaient illicites. C'est le gouvernement polonais qui a déposé un recours auprès de son propre tribunal constitutionnel, lequel a décidé que ces lois étaient parfaitement valables et a rejeté la décision de la Cour de justice européenne. Donc c'est une affirmation de souveraineté qu'il faut saluer. Alors on peut parler de polexite juridique. Vous savez qu'on a appelé Frexit en anglais, ensuite on a appelé la formule dans toutes les langues, le départ de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
du Royaume-Uni, d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande du Nord, de l'Union européenne, Frexit. Pardon, excusez-moi, Brexit, avec un B comme British. Je confonds avec le Frexit que je souhaite pour la France, la sortie de la France de l'Union européenne. Et là, on pourrait parler de Polexit. La Pologne n'a pas du tout envie de sortir de l'Union européenne, elle a deux raisons à cela. Première raison purement alimentaire, c'est qu'elle reçoit beaucoup d'argent. Une deuxième raison stratégique ou géopolitique. De même qu'elle est dans l'OTAN, elle va être dans l'Union européenne pour être protégée, pour être assise sur ses voisins de l'Ouest européen et être protégée de la Russie. Bon, elle a une raison historique, atavique, très importante. Elle a tellement souffert des invasions russes, de la domination russe, que on peut la comprendre. En revanche, elle veut conserver sa souveraineté. Elle s'est battue pendant des siècles pour la recouvrer quand elle l'avait perdue, donc elle veut, aujourd'hui, la maintenir et la conserver. Par cette affirmation superbe, merveilleuse, elle se l'est attribuée, elle se l'est conservée, en refusant les diktats de l'Union européenne. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est une victoire pour les souverainistes? Pour les Américains, déjà, enfin, ce sera peut-être compliqué pour eux de comprendre qu'il y a la Commission européenne, il y a la Cour de justice européenne, bon, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, si on devait juste résumer en deux mots, est-ce qu'il y a une confrontation entre l'identité souveraine et une identité, pas une identité européenne parce que ça n'existe pas, mais quels sont les principes européens qu'on dénonce et en quoi ces principes européens, enfin les principes de la Cour de justice sont contraires à l'identité souverainiste? Mais avant de parler du contenu, il y a un problème de forme. Le simple fait qu'une décision européenne l'emporte sur la loi française ou polonaise est choquant. Bon. Moi, je propose que pour la France, on modifie l'article 55 de la Constitution française pour que les traités, et donc, d'après la jurisprudence, les actes pris en vertu de ces traités, donc toutes les décisions européennes, cessent de l'emporter sur la loi française. Il faut rétablir la supériorité de la loi française. Mais au minimum, il faut que la Constitution elle-même, qui est l'expression suprême de l'ordre juridique national, d'un pays souverain, ne puisse pas être remis en cause par une norme ou une décision étrangère. C'est le sommet de l'ordre juridique national. Il ne faut pas que ce sommet, l'expression de la souveraineté nationale, puisse être contesté sous prétexte qu'il y a une décision contraire. Et là, je vous dis, il y a, en dehors même du cas particulier de l'Union européenne, il y a un problème général sur le droit international. Comment appelle-t-on ça en latin? Le jus gentium, le droit des gens, c'est-à-dire le droit des nations. Peut-il s'appliquer contre la souveraineté des nations? Bon. L'ordre juridique traditionnel, qui est le bon, c'est de maintenir la souveraineté. Les traités engagent les nations, elles peuvent s'en retirer. Et elles peuvent toujours prendre des décisions contraires au traité, à condition de le dénoncer ou de refuser de les appliquer si elles estiment qu'elles doivent s'en affranchir. Une nation ne peut pas devenir esclave d'un traité. Elle ne peut pas aliéner ses libertés. Enfin, un État indépendant. Alors maintenant, pour ce qui est du fond, c'est évident que la notion d'état de droit est une aberration. Tout État est un état de droit. L'État le plus collectiviste, on dit à tort totalitaire, on aurait mieux dire collectiviste, socialiste, marxiste, communiste, la Chine, est un état de droit. Il multiplie les règles juridiques, donc il produit du droit. Cette formule apologétique et trompeuse a été inventée par les Allemands sous le nom en allemand de Rechtsstaat, qu'on a traduit littéralement en français par état de droit. Ça correspond plus ou moins à la formule à laquelle les anglo-saxons sont habitués, et les Américains en particulier, qui est le rule of law. À cette différence près quand même, que law veut dire droit ou loi. L'anglais ne fait pas cette distinction que nous avons en français entre la loi, qui est, au sens strict, qui est l'expression
Parlement, une norme édictée par le Parlement, ou éventuellement, accessoirement, rarement, éventuellement par le peuple, à travers un référendum, et le droit en général qui peut résulter de toutes sortes de décrets, arrêtés, circulaires ou de décisions jurisprudentielles. Bon. Le principe du rule of law est salutaire parce qu'il vise à protéger les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir gouvernemental. Il faut effectivement qu'il y ait cette protection. Mais l'état de droit en réalité, c'est le pouvoir des juges, c'est la subordination du pouvoir gouvernemental, qu'il soit d'ailleurs, je dis gouvernemental, mais c'est à la fois législatif et exécutif, cette distinction est assez d'ailleurs est assez fallacieuse. Le pouvoir politique à celui des juges. À celui des juges, et c'est un renversement d'ailleurs de l'ordre traditionnel indo-européen qui distingue bien dans la fonction souveraine le pôle royal et le pôle sacerdotal. Dans la religion hindoue, c'est Varuna, le pôle souverain, royal, Mitra, qui veut dire contrat d'ailleurs, ou amitié, le pôle souverain sacerdotal. Et il ne faut pas que les juges, qui relèvent du pouvoir pôle sacerdotal, puissent l'emporter, c'est une sorte de théocratie juridique, puissent l'emporter sur le pouvoir royal. Royal républicain, mais c'est la même essence. Donc ça, c'est extrêmement grave. Alors, l'application de cet état de droit fait que une idéologie est imposée par des juges à la société. Cette idéologie, c'est l'idéologie cosmopolite. Avec en particulier son expression de l'idéologie, de la sous-idéologie LGBT. Vous avez vu d'ailleurs qu'en Hongrie, je passe de la Pologne à la Hongrie, en Hongrie, on a pris une loi en Hongrie qui interdit de faire une propagande dans l'école primaire ou secondaire pour inciter les enfants à changer de sexe, ou de genre, comme on dit dans le jargon cosmopolite. C'est quand même la moindre des choses, qu'on empêche ces idées subversives et vénéneuses et venimeuses que je pense, comme moi, vous trouvez dégoûtantes. Ce n'est pas du tout une remise en cause de la liberté individuelle, de la liberté sexuelle des individus, qui dans leur intimité font ce qu'ils veulent. C'est une interdiction d'une propagande délétère qui vise à troubler les enfants et à les amener à des aberrations, comme le changement de sexe. Donc, cette loi est excellente, or, elle a suscité un tollé de la part de la Commission européenne et de la part de pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement. Une chose aussi naturelle, aussi conforme à l'ordre traditionnel de toute société normale, est rejetée avec horreur au nom de cette idéologie cosmopolite qu'on ne nomme pas assez, qui rejette les frontières, non seulement les frontières physiques extérieures des peuples, elle est immigrationniste, mais aussi les frontières intérieures et morales, et par exemple là, les frontières entre les sexes, les frontières entre le bien et le mal, entre le moral et l'immoral. Donc nous sommes... Donc si vous voulez, il y a à la fois une question de principe, chaque nation doit pouvoir se diriger selon ses propres principes, puis il y a une question d'application de cet empiètement sur la souveraineté nationale, qui est l'infusion obligatoire, tyrannique, d'une idéologie destructrice. Très bien, on peut dire qu'il y a peut-être est-ce que vous voyez un mouvement de fond souverainiste en Europe? Peut-être que ça avait commencé en Italie avec Matteo Renzi quand il s'était opposé à certaines... Matteo Salvini, vous voulez dire? J'ai dit quoi? Vous avez dit Matteo Renzi. Renzi, je sais. C'est l'inverse, Matteo Renzi, c'est un cosmopolite. Non, oui, Matteo Salvini, donc il s'était opposé à certains décrets de l'Union européenne concernant la migration. Donc ça continue avec Viktor Orban, maintenant la Pologne. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une vague de fond souverainiste qui s'oppose à des principes cosmopolites, donc... Oui, alors je dirais plutôt populiste ou nationaliste, parce que le souverainisme n'est qu'une partie du sujet. Le souverainisme, c'est la défense de la souveraineté de l'État, mais à quoi sert de défendre la souveraineté de l'État si l'identité du peuple
s'est dissoute. Si la France était à majorité musulmane et qu'elle devenait une république islamique, je ne serais pas très partisan de défendre la souveraineté de la République islamique française. Donc l'identité passe avant. La Pologne a perdu longtemps sa souveraineté, elle a conservé son identité. Les Tchèques ont rarement été indépendants avant une date récente. Et encore, la Tchéquie n'est indépendante que depuis la scission en 1992 avec la Slovaquie. Donc l'identité, c'est encore beaucoup plus important que la souveraineté. La souveraineté, c'est un moyen de rétablir, de préserver son identité, mais il y a d'abord l'identité nationale. Bon. Il y a effectivement un mouvement populiste, mais qui a connu des hauts et des bas, des hauts avec l'élection de Bolsonaro, de Trump, et puis en Europe, avec Salvini, effectivement, qui était au gouvernement, ministre de l'Intérieur, une coalition bric et broc, avec le mouvement 5 étoiles, Orban en Hongrie, Kaczynski, qui est le vrai patron de la Pologne. Et malheureusement, en 2020, il faut bien dire que c'était plutôt un mauvais cru, puisque Trump a été battu par l'infect Biden. Excusez-moi si vous êtes pour Biden, moi je ne le suis pas. Voilà. C'est que Biden est une calamité honteuse. Donc il y a ce mouvement, mais il faut bien comprendre la situation. C'est assez simple à comprendre. La lutte des classes a toujours existé, mais la lutte des classes, la petite lutte des classes qui continue à exister plus ou moins à l'intérieur des nations, est largement dépassée par la grande lutte des classes qui oppose tous les peuples à la superclasse mondiale. Huntington, dans Qui sommes-nous, Who are we, a décrit cela très bien. Il a défini cette classe mondiale, la superclasse mondiale, qui est une classe sociale, qui réunit des millions de gens à travers le monde, complètement déracinés, qui rejettent les traditions, et qui sont attachés, et qui défendent, et qui imposent le cosmopolitisme ou l'idéologie cosmopolitique, le politiquement correct, comme on dit aux États-Unis, qu'il faudrait appeler le cosmopolitiquement correct. Oui. Parce qu'on parle toujours de pensée unique, de politiquement correct, mais il faut lui donner son nom. C'est le cosmopolitisme, une idéologie qui remonte aux Grecs, qui remonte à Diogène le Cynique, à Athènes, 350 avant Jésus-Christ, et qui est passé ensuite par les cyniques, qui est passé ensuite par les stoïciens avec Zénon de Citium, et qui, sous une forme édulcorée, a traversé les âges, et qui nous a donné le jus gentium, le droit des gens.